Bien, bonjour et bienvenue à tous. J'ai un extraordinaire privilège par rapport à vous, c'est que je peux enlever mon masque. Mais vous êtes effectivement tenu de le garder pendant sur le nez, s'il vous plaît, pendant toute la durée de la conférence. Alors, je ne peux pas vous dire combien je suis heureuse de vous retrouver ici. Ça faisait longtemps, puisque après cette année universitaire 2020-2021 qui vient de s'écouler, d'un enseignement dispensé dans un amphi vide, condition dystopique si l'on fut, mettez-vous un peu à ma place. Imaginez devoir parler dans cet amphi vide. Alors, nous voici enfin de retour en présence dans des conditions de relative normalité. Si on fait abstraction du pass sanitaire qu'on vous a demandé à l'entrée, des masques dont je viens de dire que vous devez les garder sur le nez, et on vient de nous l'annoncer, la menace d'une énième vague de Covid. Donc bon, là il faut Enfin maintenant je crois qu'on est un petit peu habitué, mais on se demande vraiment quand ce sera vraiment derrière nous. Alors cette pandémie en tout cas nous aura rappelé à notre condition humaine, notre condition d'être sujet à la maladie, à la vieillesse, à la mort, comme l'a diagnostiqué le Bouddha. Vous vous rappelez sans doute cette légende de ce prince Siddhartha Gautama Shakyamuni qui, au cours de 3 sorties qu'il a fait de son palais princier, découvre successivement donc un malade que vous voyez ici, ce monsieur au milieu très, très mal en point, un vieillard, et quelqu'un dont on voit les cendres qui est mort. Et au fond, vous voyez donc la personne qu'il rencontre dans sa 4e sortie, à savoir un ermite. Et c'est ainsi que le prince Gautama donc, décide de devenir lui-même ermite. Et c'est ainsi qu'il devient le Bouddha, c'est-à-dire l'éveillé. Alors, le Bouddha, c'est celui qui, tel un médecin, a diagnostiqué l'impermanence qui est au fondement de nos existences et qui aura prescrit le remède radical qu'on appelle le nirvana. Et le nirvana, ce n'est pas du tout ce qu'on croit d'habitude, c'est en fait l'extinction du carburant qui alimente le feu de nos désirs. Alors, nous sommes animés en permanence par des désirs d'acquérir, de posséder, de dominer, autant de désirs liés en fait au désir de vivre tout simplement, mais qui, dans le même temps, et c'est ça qui est assez mal fichu, c'est que, en même temps, ces désirs nous pourrissent la vie. Donc, comment se sortir justement de cette condition? Alors, j'ai eu l'occasion de vous dire ici combien ce message bouddhique, cet enseignement bouddhique concernant l'impermanence de nos existences, c'est quelque chose que j'ai vécu vraiment au fond de moi-même au moment où mon mari est mort d'un cancer. Donc là, c'est là que vous découvrez que quelqu'un avec qui vous pensiez pouvoir vieillir, en fait, non.
Alors, bien sûr, nous aurions tort de bouder notre plaisir dans l'instant que nous sommes en train de vivre ensemble. Et donc, je vous dis à tous très fort, bien revenus dans notre cher amphi Navarre, pour parler de, devinez quoi, eh bien de la Chine, pardi. Hein, quoi d'autre, hein. Cette Chine dont nous sommes déjà largement gavés au quotidien et dans les quotidiens qui nous la servent matin, midi et soir, en entrée jusqu'au dessert et à toutes les sauces. Hein. Et je vous avoue que j'ai parfois de très grosses envies de changer de menu. Hein. Bon. Alors, en fait, de changer de menu, j'ai le regret de vous dire que nous allons continuer sur celui que nous avons entamé l'année dernière, où tout ce que nous avons dit n'était en fait qu'une entrée, enfin une entrée en matière, je veux dire. Hein. Et cette année, donc, nous attaquons le plat de résistance. Alors, la Chine est-elle, entre parenthèses, encore une civilisation? Point d'interrogation. Ça, c'était la question, je l'admets quelque peu provocante dans sa formulation, qui a été elle-même... oui, les téléphones portables portent des masques aussi, s'il vous plaît. Donc, cette question a été elle-même provoquée par le tournant de l'année 2020 que nous avons tous vécu, qui a été tellement imprévue et inédite dans l'histoire de notre monde. Notre monde qui s'est retrouvé en quelques semaines plongé tout entier dans une crise sanitaire et partant économique, sociétale, culturelle, intellectuelle, généralisée, de quoi bouleverser et remettre radicalement en question notre idée de la civilisation, c'est-à-dire celle qui est propre à notre monde moderne, qui, comme vous le savez, est mu par des modèles économiques de type capitaliste et par une industrialisation et des technologies dites avancées. Et alors, il semblait évidemment aller de soi que la Chine, notre chère Chine, fait partie intégrante de la civilisation, d'autant plus qu'elle se projette elle-même à toute occasion comme une grande civilisation, voire comme l'une des rares, si ce n'est pas la seule, en fait, dans l'histoire de l'humanité, qui est, je cite, perdurée de manière continue pendant 5000 ans. Donc ça, c'est la formule consacrée qui est donc ressassée à l'envi et relayée à l'envi par à la fois le discours officiel chinois et du coup partout dans le monde, et que nous avons commencé à examiner l'année dernière. Alors, justement, l'année dernière, nous avons soulevé cette question en la contextualisant et d'abord en nous demandant pourquoi elle surgit précisément aujourd'hui. En réalité, c'est tout simplement parce que c'est la Chine elle-même qui a fait surgir la question, avec cette concomitance fortuite, mais peut-être pas si fortuite que ça en fait, une concomitance de sa revendication civilisationnelle qui prend des allures de plus en plus agressives et en même temps sa diffusion d'un virus mortel à l'échelle mondiale. Donc, nous sommes partis l'année dernière d'une série de paradoxes dont le tout premier est celui-ci, à savoir que jamais la Chine n'aura autant revendiqué le titre de civilisation, alors que jamais elle n'en aura été aussi éloignée. Et je pousserai le vice jusqu'à rappeler que, tout comme nous, êtres humains,
dont je rappelais tout à l'heure la condition de mortel. De la même façon, toute civilisation, même la chinoise, qui prétend, comme nous l'avons vu l'an dernier, avoir duré en continu pendant 5000 ans, cette civilisation est mortelle. C'est-à-dire qu'il est très possible qu'elle meure, et il est même très possible qu'elle soit en train de mourir. Je me ferai le plaisir de citer Paul Valéry, dont il a été beaucoup question au demeurant lors de notre colloque de rentrée il y a quelques semaines, en fait il y a tout juste un mois, ici au Collège de France, et qui était consacré à, je cite, « inventer l'Europe ». Et Paul Valéry, dont je vous rappelle les dates, il est né en 1871 et il est mort en 1945. Donc Paul Valéry, c'est évidemment un grand nom de notre panthéon national en France, qui, au fond, dont la vie s'est écoulée entre deux guerres. Et à la suite de la Première Guerre mondiale, en 1919, Paul Valéry a écrit ce texte très fameux qui s'intitule « La crise de l'esprit ». Et tout au début de ce texte, dans ce qu'il appelle la première lettre, il dit ceci: « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d'empires coulés à pic avec tous leurs hommes et tous leurs engins, descendus au fond inexplorable des siècles avec leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures et appliquées, avec leur grammaire, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques et leurs symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques. Nous savons bien que toute la terre apparente est faite de cendres, que la cendre signifie quelque chose. C'est la même cendre que vous voyez ici sur cette figuration du Bouddha. Nous apercevions à travers l'épaisseur de l'histoire les fantômes d'immenses navires qui furent chargés de richesses et d'esprit. Nous ne pouvions pas les compter, mais ces naufrages, après tout, n'étaient pas notre affaire. Élam, Ninive, Babylone étaient de beaux noms vagues, et la ruine totale de ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, Russie, ce seraient aussi de beaux noms. Lusitania aussi est un beau nom. Et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Les circonstances qui enverraient les œuvres de Keats et celles de Baudelaire rejoindre les œuvres de Ménandre ne sont plus du tout inconcevables. Elles sont dans les journaux. Fin de citation pour l'instant. Alors, vous allez me dire qu'il peut paraître paradoxal d'évoquer le caractère mortel d'une civilisation comme la civilisation chinoise, c'est-à-dire donc la possibilité qu'elle puisse mourir ou même être en train de mourir, au moment même où elle semble être d'une santé éclatante et même insolente, pour ne pas dire au sommet de sa puissance. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, justement. C'est un paradoxe qui a été maintes fois formulé dans les sources les plus anciennes et les plus canoniques de cette même civilisation chinoise,
et qu'il serait bon de se remettre en mémoire, surtout, je pense, aujourd'hui, par les temps qui courent. Alors donc, histoire de nous remettre en jambes, on va faire un peu de chinois et ouvrir le Lao Tzu, ce texte qu'on connaît en France plutôt sous le titre de Tao Te Ching, le Tao Te Ching, le livre canonique de la voie et de sa vertu, ou plutôt de sa puissance. Et nous ouvrons le Lao Tzu comme nous avons eu souvent l'occasion de le faire ensemble. Ici, vous avez donc ce texte de la crise de l'esprit avec la belle tête de Paul Valéry, dont on a célébré le centenaire tout récemment. Alors, prenons d'abord le chapitre 9 du Lao Tzu. 持而盈之，不如其已；揣而锐之，不可长保。金玉满堂，谋之能守；富贵而骄，自遗其咎。功遂身退，天之道。Je traduis, donc prendre et remplir toujours plus, ça ne vaut pas le fait de s'arrêter. Donc, quand vous êtes tenté justement de vous en mettre plein les poches, il vaut mieux vous arrêter tout de suite. Ensuite, une lame, on devine qu'il s'agit d'une épée ou d'une lame qu'on ne cesse de toucher et d'aiguiser, ne reste pas longtemps affûtée. Avoir de l'or et du jade, c'est-à-dire des biens précieux plein la maison, c'est ne pas pouvoir les préserver. Ça, c'est effectivement le gros problème. Vous avez beau mettre des coffres forts chez vous, etc. Rien ne vous garantit qu'on ne va pas venir vous les voler. Tirer orgueil de la richesse et des honneurs, c'est amener de soi-même les ennuis ou les malheurs. Se retirer dès que la tâche est accomplie, c'est Tian Zhi Dao, c'est la voie du ciel. Autrement dit, ici, nous avons justement l'opposition entre ce que nous, humains, sommes conditionnés à faire, et quand je dis conditionnés, je retourne à cette notion de condition humaine, c'est que nous avons cet instinct d'acquisition. Nous ne pensons qu'à ça, enfin, à nous en mettre plein les poches, alors qu'en fait, le Tian Zhi Dao, la voie du ciel, fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'elle agit sans jamais justement se prévaloir de son action. Si vous prenez le chapitre 16 du Lao Tzu, vous avez quelque chose qui va un tout petit peu plus loin et qui vous dit ceci, donc. 致虚极，守静笃，万物并作，无以观复。夫物芸芸，各复归其根。归根曰静，是谓复命。复命越长，知常越明。不知常，妄作凶。知常容，容乃公，公乃王，王乃天，天乃道。
道乃久，莫生不殆。Ce qui veut dire donc atteint le vide suprême, le shu, qui est une notion, comme vous le savez sans doute, tout à fait centrale dans la pensée taoïste, et qui justement prépare un petit peu les esprits chinois à accueillir en fait la notion bouddhique de vacuité, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais disons entre le shu et le kron, le vide et la vacuité bouddhique, il y a quand même en fait un passage possible. Donc atteint le vide suprême, veille à préserver le qing, l'état de quiétude, qui s'oppose bien évidemment à cette agitation qui nous saisit constamment. Nous sommes constamment dans l'agitation, surtout dans un monde occidental où justement c'est l'action qui est privilégiée. Les 10 000 êtres, c'est-à-dire tout ce qui existe, s'activent à qui mieux mieux. Moi, je reste à guanfu, à regarder, à observer leur retour. C'est-à-dire que, en fait, disons que le sage taoïste tel qu'il est décrit dans le Lao Tzu, c'est quelqu'un qui prend les choses à rebours. C'est pour ça que le Lao Tzu, c'est un livre de paradoxes, en fait. C'est quelque chose qui nous prend constamment à rebours. Donc, tout le monde s'agite, le monde entier s'agite, et moi, je suis seule donc à observer le processus de retour des choses. Car tout être qui prolifère à qui mieux mieux fait finalement retour à sa racine. Donc là, vous retrouvez justement cette métaphore végétale que nous avons rencontrée maintes fois dans nos lectures ici, et qui est assez privilégiée dans toute la littérature chinoise antique. C'est quelque chose qui revient dans beaucoup de textes et dans des textes d'inspiration très différentes, mais cette métaphore végétale, il me semble avoir dit justement que le philosophe chinois, c'est un philosophe jardinier, au fond. Bon. Alors, tout être fait retour à sa racine, c'est-à-dire à la quiétude. C'est ce qui s'appelle fu ming, c'est-à-dire faire retour ou retrouver ce à quoi on est destiné. C'est-à-dire, au fond, c'est un peu ce que j'appelais au début donc la condition, c'est-à-dire notre condition. L'effet de cette pandémie et de tous ces confinements qui nous ont obligés finalement non seulement à rester chez nous, mais en plus à prendre un autre rythme et à finalement nous observer nous-mêmes dans notre existence, c'est ça, en fait, ça nous a obligés à fu ming, en fait, à retrouver notre condition. Donc, retrouver ce à quoi on est destiné, c'est-à-dire chang, c'est-à-dire le constant. Chang, c'est un terme qui, dans le Lao Tzu, est très souvent pris comme l'équivalent du Tao. Je vous rappellerai le tout premier vers, Tao ke Tao fei chang Tao, c'est-à-dire donc le Tao qu'on peut nommer Tao, la voie qu'on peut nommer telle ou dont on peut parler, ça n'est pas le chang Tao, c'est-à-dire le Tao constant. Donc retrouver notre condition originelle, c'est retrouver justement ce Tao constant. Et connaître le constant, c'est Ming, c'est posséder la lumière. Ming, c'est littéralement le fait d'être pas illuminé, mais d'être éclairé, c'est-à-dire de comprendre les choses en pleine lumière.
Ne pas connaître le constant, donc ça c'est le contraire, ne pas connaître le constant, c'est au contraire foncer tête baissée dans le malheur, dans le néfaste. Donc, qui connaît le constant, Rong, est capable d'embrasser tout, d'embrasser très, très large. En embrassant large, il est con, c'est-à-dire il a une âme parfaitement égale. Il est équanime. Et étant équanime, il est Wang, il est royal. Et étant royal, il est Tian, il est céleste, il relève du ciel. Et étant céleste, il rejoint le Tao. Et en rejoignant le Tao, il peut durer longtemps, c'est-à-dire il a la longue vie. Et donc, jusqu'à la fin de son existence, il ne peut rien lui arriver de fâcheux. Donc, ici, vous avez, comme d'habitude dans le Laozi, quelque chose qui est à la fois une constatation existentielle et en même temps, ça aboutit à une sorte de prescription. Je parlais tout à l'heure du Bouddha en tant que médecin, c'est d'ailleurs en fait une image qui revient souvent dans les textes bouddhiques, mais ici, vous avez également une sorte de recette ici de longue vie. Si vous voulez vivre longtemps, il ne faut pas trop vous agiter, enfin ça tous les médecins vous le diront, et aussi, enfin, il s'agit finalement de se ressourcer constamment en revenant chaque fois, au fond, à sa condition d'origine. Alors, je voulais aussi qu'on lise ce chapitre 61 du Laozi, parce que là, je pense que vous allez comprendre tout de suite pourquoi je l'ai choisi, parce qu'il est particulièrement pertinent par rapport à notre propos de cette année. 大国者下流，天下之交，天下之聘。聘常以敬圣母，以敬为下，故大国以下小国，则取小国；小国以下大国，则取大国。故或下以取，或下而取。大国不过于见出人，小国不过于入世人。夫两者，各得其所欲，大者宜为下。Alors, il s'agit ici d'un Daguo, c'est-à-dire un grand pays. Donc, ce qui fait un grand pays, c'est qu'il se tient au plus bas, là où convergent les cours d'eau. C'est comme ça que je comprends le Xialiu. Les cours d'eau, en fait, l'eau coule toujours au plus bas, et donc, en fait, celui qui veut recueillir le bénéfice justement de toute cette eau, il se met au plus bas. Là où Tianxia Zhi Jiao, là où se rencontre le monde entier, Tianxia Zhi Pin, là où se trouve le féminin du monde. Le féminin l'emporte toujours sur le masculin, ou on pourrait dire le mâle, en restant dans le qing, dans la quiétude. Et c'est par la quiétude qu'il reste en bas. Et de la même façon, c'est en s'abaissant, en se mettant en plus bas par rapport à un petit pays, que le grand pays le conquiert. Et c'est en s'abaissant devant un grand pays que le petit pays se le gagne. En somme, il s'agit de soit
s'abaisser pour conquérir, soit c'est parce qu'on est plus bas que l'on conquiert. Un grand pays ne demande qu'à rassembler et nourrir une vaste population, alors qu'un petit pays ne demande qu'à servir plus puissant que lui. Ainsi, chacun obtient ce qu'il veut. Traduit en langage contemporain, c'est un échange win-win. Bon. Chacun obtient ce qu'il veut, mais, et ça c'est la dernière phrase, et quand même, ça vous en dit long, c'est au grand pays de se mettre plus bas que les autres. Bon, à bon entendeur, salut. Alors, comme si ça ne suffisait pas, et là nous allons finir notre lecture du Lao Tzu là-dessus, pour aujourd'hui, le chapitre 76 en rajoute une couche, si vous me permettez l'expression, au cas où on n'aurait pas compris. Alors, 人之生也，柔弱，其死也，坚强。万物草木之生也，若翠，其死也，枯槁。故坚强者，死之徒；柔弱者，生之徒。是以兵强则不胜，木强则共。强大处下，柔弱处上。Donc, l'être humain, à sa naissance, est souple et faible. Et quand il meurt, il est rigide et dur. C'est la même chose pour les 10 000 êtres. Les plantes et les arbres naissent faibles et fragiles, et quand ils meurent, ils se flétrissent et se dessèchent. Ainsi donc, le rigide et le dur vont de pair avec la mort, et le souple et le faible vont de pair avec le vivant, avec la vie. C'est ainsi que des armes puissantes n'auront pas la victoire, et qu'un arbre, dans la force de l'âge, ne demande qu'à être abattu. La place de ce qui est puissant et grand est en bas, et c'est aux souples et aux faibles d'être en haut. Voilà. Alors, donc, ici, je pense qu'avec ces 4 passages, on a compris la leçon. Donc, je vous demanderai de garder ça à l'esprit quand on va continuer notre propos en parlant de choses plus contemporaines. Je rappelle aussi rapidement que dans un autre texte canonique qu'est le livre des mutations, donc le I Ching, on trouve également de manière récurrente des avertissements contre la tentation d'hubris, c'est-à-dire donc cet orgueil qui vous vient justement avec la puissance. Alors, bien sûr, vous allez me dire que tout ça, ce sont des antiquités, et que la Chine d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à en faire. Eh bien, je pense que ce serait se tromper que de penser ça, parce que je ne parle même pas d'ailleurs de la manie bien connue qu'ont développée les dirigeants chinois actuels de citer des classiques à tout bout de champ pour montrer qu'ils sont cultivés et qu'ils sont bien les héritiers de 5000 ans de civilisation. Je parle d'un phénomène qui touche la société chinoise actuelle. Et même actuelle, quand je dis actuelle, c'est vraiment celle d'aujourd'hui.
Alors, cette photo a été, comme on dit, virale sur l'Internet chinois. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez donc des étudiants sur un campus qui vont donc à leur cours, ou alors on ne sait pas si c'est tôt le matin ou tard le soir, mais toujours est-il qu'ils vont à leur cours, ils en reviennent, et vous en voyez un qui, même sur son vélo, continue à travailler sur son ordinateur. Bon, là, vous allez dire, les Chinois sont acrobates, c'est formidable, donc ils ne perdent pas de temps. Donc là, d'habitude, vous voyez les gens travailler sur leur ordinateur quand ils sont dans le train, mais là, quand vous êtes Chinois, vous pouvez le faire aussi sur un vélo. Bon. Alors, donc, pourquoi cette photo a fait le tour du net? Parce que ça vous montre justement, ce qu'est devenu justement cette nouvelle génération de jeunes Chinois, ce qu'on appelle en anglais les millennials, enfin ceux qui sont nés avec le 3e millénaire, qui justement sont en train de faire leurs études. Et qui représentent justement cette obsession de la compétition. C'est-à-dire, donc, ici, en réalité, vous êtes sur un campus de prestige, puisqu'il s'agit vraisemblablement du campus de Tsinghua, qui est une des universités de Pékin et de tout le pays la plus prestigieuse, et où déjà, pour y entrer, il faut vraiment travailler comme un malade. Donc, vous connaissez tous le système chinois du Gaokao, c'est-à-dire donc, contrairement à notre système à nous, vous avez en fait des concours pour entrer à l'université. Nous connaissons les concours pour entrer dans les grandes écoles, mais ici, en fait, c'est un système qui est généralisé à l'entrée à l'université, et le Gaokao, c'est le cauchemar de tous les étudiants et de leurs parents, naturellement, parce que c'est extrêmement sélectif. Alors, tout ça, ça fait un peu sourire quand on pense au lever de bouclier que suscite en fait le mot sélection chez nous. Enfin, dès qu'on parle de sélection à l'entrée des universités, c'est la révolution. Enfin bon, on parle de dictature, etc. Bon, là, en fait, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien des Chinois. Alors, le problème, c'est que justement, cette névrose de la compétition pour entrer à l'université ne s'arrête pas une fois que vous êtes à l'université. La preuve, donc une fois que vous êtes à l'université, vous devez continuer à pédaler, c'est le cas de le dire, très fort pour continuer à rester compétitif. Et une fois que vous sortez de l'université, il faut aussi se battre comme un forcené pour obtenir un emploi, etc., arriver à se loger, se marier, c'est presque trop demandé parce que et produire des enfants, c'est encore plus mission impossible parce que maintenant, ça coûte beaucoup trop cher d'élever des enfants en Chine. Bon, donc là, vous avez une vie qu'on a résumée dans un topo qu'on a appelé le 996, c'est-à-dire travail de 9h du matin jusqu'à 9h du soir, 6 jours sur 7, qui maintenant est en train de se transformer en schéma 007. Alors, ce n'est pas James Bond, c'est 007, c'est de minuit à minuit, c'est-à-dire 24 heures, 7 jours sur 7, en télétravail devant son ordinateur. Voyez. Donc, ça, c'est quelque chose qui, en plus, a été, bien sûr, encouragé par la pandémie. Bon. Donc là, vous passez votre temps à pédaler, mentalement. Et c'est ce qu'on a appelé, c'est le dernier mot à la mode à Pékin, Neijuan. Neijuan,
qui veut dire, en fait, tuan, ça veut dire, comment dire, tourner ou envelopper. Hein. C'est un mouvement tournant, hein, comme l'indique justement cette espèce de petit tourbillon que vous avez au milieu de l'image. Et nei, ça veut dire vers l'intérieur. Donc, c'est un mot qu'on a traduit par involution, par opposition à évolution. Enfin, je pense qu'on avait tous cru comprendre que la civilisation, c'était une question d'évolution. Hein. Et bien là, vous avez le contraire. Hein, c'est un mouvement qui va en sens contraire, c'est de l'involution. Alors, là, je vais vous montrer justement comment les Chinois jouent avec leur graphie. Hein. Vous avez ce mot tuan, hein, dont j'ai dit que ça veut dire donc enroulé, hein, bon, qui peut petit à petit, hein, on ajoute des petits éléments, le petit bonhomme par-dessus, etc., et on finit par avoir justement cet étudiant qui pédale tout en travaillant sur son ordinateur. Vous voyez, enfin, donc, alors, cette involution, je vous dis maintenant, c'est vraiment le dernier concept à la mode, a été, comment dire, analysé par certains, disons, collègues en sciences sociales, hein, tout à fait contemporains, qui sont loin d'être susceptibles de négativisme ni même de pessimisme à l'égard de la Chine, hein, mais qui prennent ce phénomène d'involution très au sérieux, puisque en fait elle mène à une perception de la société chinoise qui est beaucoup moins triomphaliste que celle que voudrait présenter donc le discours officiel. Vous avez ici à la photo un monsieur qui s'appelle Xiang Biao, qui est né en 1972 et qui a été lui-même formé à la prestigieuse université de Pékin. Alors, je parlais de Tsinghua tout à l'heure, mais Pékin, c'est aussi bien. Hein, bon. Donc, c'est sûrement quelqu'un qui a dû pédaler très fort pour entrer à Peita, comme on l'appelle, et qui est actuellement en poste à la non moins prestigieuse université d'Oxford, en Angleterre, et au non moins prestigieux Institut Max Planck de Berlin. Alors donc, excusez du peu, hein, bon, vous avez ce monsieur avec un très sympathique sourire, bon, qui est vraiment une espèce de champion en son genre. Hein. Bon. Alors, ce monsieur travaille donc en anthropologie sociale, hein, et il s'est intéressé d'abord, quand il était encore étudiant à Pékin, à une communauté d'ouvriers migrants dans la banlieue de Pékin, hein, ce qu'on appelait le Zhejiangcun, c'est-à-dire un village de gens venus du Zhejiang, donc cette province plus au sud, et donc une communauté de migrants. Bon. Donc c'est comme ça qu'il a commencé donc, à faire ses armes en anthropologie sociale. Et ensuite, il a élargi donc, son champ d'investigation pour s'intéresser aux mouvements de migration et de changements sociaux en Chine, et ensuite au-delà même de la Chine, en s'intéressant en particulier aux migrations, par exemple, non pas de travailleurs manuels, mais par exemple, justement, d'ingénieurs en high-tech, hein, donc d'ingénieurs en électronique et en technologie nouvelle, que fournit en très grand nombre l'Inde, par exemple. Hein, justement, ces élites migrantes se retrouvent soit dans le monde anglophone, surtout aux États-Unis, ou passent très souvent aussi par l'Australie.
Et alors donc, ce monsieur Xiang Biao a montré que justement ces ingénieurs indiens représentent une sorte de réservoir en fait de matière grise qui est à disposition justement de toutes ces grandes nations capitalistes, hein, et notamment donc les États-Unis, qui puisent dans ce réservoir quand ils en ont besoin. Bien. Alors, c'est ce monsieur donc qui justement a commencé à s'intéresser à ce phénomène de l'involution, hein, qui se passe dans son propre pays et dans sa propre ville. Alors, il rappelle que le mot anglais, donc involution, vient en réalité d'un ouvrage de Clifford Geertz, que vous avez à l'image, qui s'intitule Agricultural Involution, The Processes of Ecological Change in Indonesia. Donc, l'involution en agriculture, disons les processus de changement écologique en Indonésie. C'est un livre qui date déjà, il est de 1963, qui a été publié pour la première fois à Berkeley, aux presses universitaires de l'Université de Californie. Et donc, ici vous avez la tête de monsieur Clifford Geertz, ici. Donc, dans ce livre, Clifford Geertz s'intéresse à l'île de Java, donc en Indonésie, hein, et il essaye de s'expliquer pourquoi, dans cette société essentiellement agraire, en tout cas c'est ce qu'elle était dans les années 1960 encore, hein, pourquoi dans cette société agraire qui pourtant se met au fait des nouvelles techniques de culture et avec une population croissante qui travaille dans les champs, pourquoi est-ce que le revenu de cette société n'augmente pas ou très peu? Pourquoi est-ce que, justement, avec la modernisation, l'augmentation de la population, etc., pourquoi est-ce que, finalement, on a quand même, au final, une impression de stagnation? Et il l'explique, justement, par ce phénomène d'involution, c'est-à-dire qu'en fait, disons, le surcroît de population se nourrit au fond du surcroît de la production. Autrement dit, et du coup, en fait, le produit final ne stagne. Alors, la définition que donne l'Académie, notre brave Académie française, donc de l'involution, c'est une définition essentiellement biologique. L'Académie nous dit que l'involution, c'est un processus de reploiement vers l'intérieur. C'est-à-dire c'est le contraire du processus de déploiement vers l'extérieur, c'est un reploiement vers l'intérieur. Et en biologie, je cite, parce que là, je ne suis pas biologiste, ce serait donc l'état d'un organe invaginé replié vers l'intérieur. Et autrement dit, là, nous avons un processus de transformation dans le sens d'une régression par dégénérescence. Et on parle en particulier d'involution sénile, c'est-à-dire une régression qui est due au vieillissement. Donc là, nous retrouvons un petit peu justement ce que décrivait le Lao Tzu, c'est-à-dire en fait un processus de dégénérescence, de vieillissement qui va de manière paradoxale vers du durcissement et qui va vers le tianqiang, c'est-à-dire ce que le Lao Tzu appelait le dur et ce qui est fort et solide. Alors, dans sa propre étude, le professeur Xiang Biao donc attribue cette involution au système capitaliste
mais aussi à la compétition féroce que se livrent actuellement les familles chinoises pour l'éducation de leurs enfants, dans un mécanisme qui ne connaît ni fin ni finalité. Et évidemment, ce phénomène d'involution peut toucher n'importe quelle société capitaliste, mais selon Xiang Biao, la Chine présente une particularité, c'est-à-dire c'est son homogénéité. Il dit par exemple qu'un des prérequis les plus importants de l'involution, de ce Neijuan, c'est la non-différenciation. C'est-à-dire, là, je pense qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'important et de significatif, c'est-à-dire, c'est le problème qu'il y a à finalement produire toujours du même. Puisque Xiang Biao, justement, a bien remarqué que tout le monde en Chine se fixe les mêmes buts. Autrement, par exemple, si dans la société américaine, éventuellement, si vous n'aimez pas votre travail, vous imaginez de faire autre chose, vous changez de voie, mais là, chacun en Chine est poussé à suivre le même chemin, c'est-à-dire gagner plus d'argent, ce que le Lao Tzu appelait « chi ying zhi », c'est-à-dire donc s'emparer des choses et s'en mettre plein les poches, acheter une maison de plus de 100 mètres carrés, acheter une voiture, fonder une famille, produire des enfants, etc. Donc la route est extrêmement bien balisée et tous les gens se battent pour la même chose à l'intérieur du même marché. Donc là, il y a manifestement un tout petit problème parce que, du coup, c'est une spirale sans fin parce que, en plus, elle tourne vers l'intérieur. Autrement dit, plus elle tourne et moins elle est productive. Et c'est ce qui, justement, a amené un mouvement, on pourrait dire une petite tendance de fond dans la jeune génération, qui a été immédiatement réprimée, bien sûr, par le pouvoir en place. C'est ce qu'on a appelé le Tangping, c'est-à-dire finalement rester couché. Vous avez ici donc une représentation du Tangping. Oui, allô? C'est pour me signaler que j'ai assez parlé, peut-être? Oui. Ici, ce mouvement de Tangping est appelé le Xin Bu He Zuo Yundong, c'est-à-dire donc le nouveau mouvement de non-coopération. Parce qu'en Chine, quand vous êtes en Chine, vous circulez partout, vous êtes partout, etc., et vous recevez constamment des injonctions. Vous êtes dans le train, vous êtes au grand magasin, vous êtes en train de faire vos courses, vous prenez un escalator, etc. Vous recevez une injonction de alors faire attention, de ne pas tomber, faire attention à ceci, cela, et ça se termine toujours invariablement par xie xie he zuo, c'est-à-dire merci pour votre coopération. Et là, en fait, Tangping, rester couché, finalement, c'est refuser finalement de coopérer. Alors ça a donné un Tangping-isme, rester couché-isme, Tangping Zhuyi, et ça a même donné lieu à des définitions. Ici, vous avez une définition du Tangping, ça consiste ça concerne en fait des gens qui n'ont pas envie d'être à genoux, mais qui sont incapables de rester debout et qui n'ont pas d'autre solution finalement que de rester couchés. Là, vous avez même en fait
une sorte de, comment dire, d'explicitation de la philosophie du Trangping, de la philosophie du rester couché. On vous dit ici que c'est un mot qui est devenu viral donc, sur Internet, et ça consiste à abandonner, à laisser tomber le fait de s'acharner au travail pour gagner de l'argent, mais aussi se faire un sang d'encre, s'abîmer la santé, mener une vie de fou. Et alors là, vous avez quelque chose de tout à fait intéressant dans la formulation en chinois, donc de son propre mouvement, de sa propre initiative, abaisser ses désirs et ses ambitions dans la vie, et pour justement en fait mener une vie un peu plus vivable. Donc là, ce fait de réduire justement ses désirs et ses ambitions, c'est un message tout à fait taoïste. Le Lao Tzu n'arrête pas de vous seriner ça à longueur de chapitre. Bon, alors donc là, nous avons une jeunesse chinoise qui redécouvre sans le savoir peut-être enfin les vertus d'un livre canonique très ancien et probablement qui nous mène à une antiquité plus haute même que Ménandre, dont parlait Valérie. Alors ici, vous avez le lien sur deux écrans de portable entre le Neijuan, c'est-à-dire l'involution, et le Trangping, et le fait de rester couché. Alors, ici, vous avez donc un représentant de la belle jeunesse chinoise, de ces étudiants qui sont complètement épuisés et qui s'endorment sur leur table de travail. Vous avez le livre et bien sûr le smartphone bien en vue. Et cette étudiante ou étudiant, je ne sais pas, donc a un gobelet de ce qu'on appelle de sangcha, c'est-à-dire de thé qui se réfère à cette culture du sang, c'est-à-dire donc cette culture un petit peu de ceux qui n'ont plus la force de vivre et de rester debout. Alors l'image, là aussi culte, qui a circulé sur le net, c'est l'image de cet acteur très connu qui joue ici le rôle de quelqu'un qui n'a plus envie de vivre, et avec le mot sang qui veut dire justement sang qui veut dire le deuil, mais qui veut dire aussi cet état d'esprit où vous êtes tellement épuisé que vous n'avez plus envie de vivre. Bon. Alors, je pense que je dois m'arrêter ici, sur cette belle image. Je crois qu'on va tous retourner se coucher jusqu'à la semaine prochaine, si le Bouddha nous prête vie, pour continuer justement sur ce diagnostic concernant la société chinoise actuelle. Merci d'être venu et à la semaine prochaine.